BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de communication digitale, on va parler de l'impact Trump qui se fait déjà sentir et puis on va parler de football avec mon invité. Bonsoir Didier Quéot. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes aujourd'hui président exécutif de Cities Media. Alors Cities Media, on connaît peu. C'est un des géants de la communication extérieure, français justement. C'était ex-Dauphin, ex-Claire Chanel. Ça pèse quand même assez lourd dans le paysage. Ça pèse combien à peu près? Alors Cities Media, c'est 270 millions de chiffre d'affaires en 2024. Oui, donc c'est que de la pub, que de la publicité extérieure, donc print et digital, pas seulement, sur les mobiliers urbains, sur les abribus, sur les bus bien entendu, dans les centres commerciaux. Nous sommes l'opérateur exclusif des 50 premiers centres commerciaux français. Donc c'est un opérateur dorénavant 100% français que j'ai racheté avec un associé en octobre 2023 et qui est profitable depuis 2024. Depuis la première fois depuis 5 ans, l'entreprise est à nouveau profitable, que ce soit en EBITDA ou en cash flow. On va y revenir sans trop de chiffres. On va rappeler quand même, on vous a connu sous différentes casquettes ici à BFM Business, puisque vous avez été directeur général d'Orange, vous avez été président du directoire de Lagardère Active, vous avez été patron de Coyote, et puis, c'est pour ça qu'on va parler foot quand même. Ce soir, il y a un grand match. Vous allez nous donner votre pronostic, et puis surtout, ce soir ou demain matin, une décision importante. C'est la fin de la médiation entre la Ligue de football, dont vous avez été le directeur général, et puis DAZN, le diffuseur. On sait qu'il y a un gros problème, que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, je précise, important, nous, on avait fixé ce rendez-vous depuis très longtemps, mais on a appris tout à l'heure que Nicolas Taverneau, qui est le président d'RMC BFM, quitte ses fonctions pour prendre la direction de LFP, la Ligue de Française Média, la filiale commerciale, pour essayer de justement trouver une diffusion possible pour la Ligue 1. Il reste, évidemment, conseiller de Rodolphe Sadé en tant que vice-président de CMA Média. On sait qu'il y a un conflit d'intérêts. La situation, en tous les cas, est très très compliquée. On va y revenir. Vous êtes un petit peu le point de départ du reste des difficultés, puisque c'est vous qui avez signé cet accord qui devait être gagnant-gagnant, puis qui s'est avéré perdant-perdant avec Mediapro. On va y revenir, mais on va d'abord commencer par la publicité, l'effet Trump. Vous le ressentez déjà sur la communication extérieure, sur la pub digitale? Alors la communication extérieure, c'est un marché qui se porte plutôt bien, qui a été en croissance en 2024. 19 milliards. Non, le marché de la publicité, 19 milliards, c'est la publicité dans sa globalité en France. Oui. Et le marché de la publicité extérieure, c'est 1,4 milliard en 2024. C'est un marché qui résiste mieux que les autres médias offline, qui a progressé de plus de 7% en 2024. Donc, et c'est un marché qui résiste mieux à la part relative qui augmente sans cesse des GAFAM, des géants du net, donc de la publicité digitale. Donc c'est un marché qui par ailleurs est un média qui est inclusif, citoyen, responsable. Je rappelle que... Ça fait un peu de com, on va y revenir là-dessus, mais enfin, c'est un peu de la com. Pas du tout, je rappelle que 50% des recettes publicitaires du chiffre d'affaires que nous faisons est en moyenne reversé aux collectivités locales. 50% en moyenne des faces que nous exploitons sont des faces qui sont réservées à la communication institutionnelle. Donc, et 68% du chiffre d'affaires des annonceurs là, ça fait beaucoup de chiffres, extérieurs, entre la redevance plus les taxes, l'impôt sur les sociétés et autres, et sert de contribution et est reversé aux citoyens français. Ça y est, c'est dit, vous l'avez dit. Vous travaillez avec vous êtes présent dans 50 agglomérations à peu près? On est présent dans 50 agglomérations de plus de 100 000 habitants et on est présent dans plus de 4 000 agglomérations. Donc on a à peu près 90 000 faces et un peu moins de 5 000 faces digitales. La communication extérieure, c'est un métier finalement qui est très important, mais qu'on connaît peu. Pourtant, nous citoyens, quand on circule, évidemment, on le voit bien que ça existe. C'est le média de la rue. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons appelé notre société, quand nous l'avons racheté, Cities Media, le média de la cité, le média des citoyens. C'est le média de la rue, c'est le média qui rencontre tous les Français. C'est un média mainstream, comme on dit, qu'il s'agisse des mobiliers urbains, des abribus, des transports, le tram, le bus, le métro, dans les centres commerciaux. C'est un média qui est en contact avec tous les Français
Français quand ils sont à l'extérieur de leur domicile. Et donc, vous avez racheté ça parce que Clear Channel était en difficulté. C'est une société qui a connu pas mal de rebondissements. Expliquez-nous comment tout d'un coup vous êtes arrivé à la tête de ça, Didier. Donc je suis arrivé à la tête de ça parce que j'ai considéré que le marché de la communication extérieure était un marché en croissance, comme je l'ai déjà dit, qui résiste mieux que les autres médias. En tout cas, les chiffres de 2024 appuient mon propos, premièrement. Deuxièmement, l'ex-Clear Channel était une société qui avait été possédée par des actionnaires américains, loin des yeux, loin du cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, le management était loin. Le management était loin, l'actionnaire était loin, alors que là, le management et l'actionnaire, c'est la même personne, et il est là tous les jours. Donc il fallait davantage de proximité, davantage d'ambition de développement, davantage d'ambition de reconquête, et j'ai considéré donc que l'entreprise méritait effectivement beaucoup d'attention, ce que nous avons fait depuis maintenant 18 mois, en lançant un plan qu'on appelle Focus Performance, tout est dit, du focus et pas du défocus, et de la performance et rien d'autre. Et c'est grâce à cela d'ailleurs qu'on a commencé à avoir des résultats en 2024. On a remporté 26 appels d'offres sur les 29 auxquels nous avons participé. On a reconquis des villes importantes. Et notamment avec Paris, on le verra. Puis vous avez annoncé, là, vous allez nous annoncer, nous confirmer un accord avec Énergie. Donc voilà, en quoi ça consiste. Est-ce que c'est un métier qui, aujourd'hui, est-ce qu'il était digital ou il n'est pas que digital? Parce qu'il y a aussi l'affichage, pas pour rien que vous êtes... Votre ancêtre s'appelait Dauphin. Voilà, 80% des revenus sont des revenus dits print et 20% des revenus digitaux qui sont faits soit dans les transports, soit dans les centres commerciaux, soit dans ce qu'on appelle le mobilier digital outdoor, qui malheureusement, à cause de ce qu'on appelle les RLP, les règlements locaux de publicité, dans les grandes villes, donc le mobilier urbain digital ne connaît pas la croissance que connaissent le digital dans les transports ou dans les centres commerciaux, mais néanmoins le digital pèse 20% et il a cru en 2024 de 16% par rapport à 2023. Donc c'est le DOH, ce qu'on appelle le digital, le DOH, et le vecteur le plus les acronymes quand on ne connaît pas trop, sinon ça fait beaucoup. Le digital est en croissance. Vous disiez, parce que je n'ai pas complètement... entendu votre réponse sur vous sentez déjà, donc en 2024 ça y est, vous êtes revenu rentable, mais déjà là vous sentez l'effet Trump, l'impact de cette guerre à laquelle on assiste depuis une semaine d'une manière un peu sidérante. Les annonceurs détestent l'incertitude. Oui, c'est pas les seuls. Comme les investisseurs. Mais les annonceurs publicitaires détestent l'incertitude. On a eu un bon premier trimestre. On est en train d'avoir un bon deuxième trimestre. Par contre, on a très peu de visibilité au-delà du mois de juin. Tout est à l'arrêt. Non, tout n'est pas à l'arrêt, mais on a moins de visibilité si on regarde date à date notre carnet de commandes à fin mars par rapport à celui de l'année dernière. Notre carnet de commandes est rempli pour le premier et le deuxième trimestre. Le premier, il est fini, mais il est rempli pour le deuxième trimestre. Il ne l'est pas pour les trimestres suivants. On a moins de visibilité. Pourquoi ? Parce que les annonceurs attendent. Ils ont besoin ils sont inquiets. Clairement. Et donc, lorsqu'ils sont inquiets, mais la première chose sur laquelle ils mettent le frein, ce sont les investissements publicitaires, les investissements marketing. Grand classique. Car ce sont les investissements les plus, vous le connaissez bien dans un groupe de médias, ce sont les investissements qui sont les plus faciles à interrompre ou en tout cas à geler, comme on dit. Donc, en effet, il y a une vague attentiste sur le marché de la publicité aujourd'hui, depuis une quinzaine de jours. Et c'est important, effectivement. C'est quoi le savoir-faire dans la communication extérieure? C'est quoi le savoir communiquer, mais d'une manière... Non, d'abord, c'est... Une affiche, qu'est-ce qui est important? Non, on fait 3 métiers dans la communication extérieure. D'abord, le premier métier, c'est gérer son inventaire, son patrimoine, développer son patrimoine et donc remporter des appels d'offres avec ce qu'on appelle des autorités concédantes, les collectivités locales, les régies de transport, les foncières immobilières, les foncières commerciales. Donc, effectivement, développer son patrimoine et donc avoir ce qu'on appelle le marché de la commande publique, avoir la meilleure offre, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue RSE, d'un point de vue inclusion. Donc ça fait partie, c'est le premier métier, ESG, le RSE. Donc le deuxième métier important de la communication extérieure, c'est le marché des annonceurs et des agences médias. Et donc là, il faut parler mesure d'audience, il faut parler efficacité commerciale, occasion de voir, contact publicitaire. Donc là, c'est de la data et la proximité avec les annonceurs et les
agences médias. Et enfin, le troisième métier, c'est le métier des opérations, car des affiches, il faut les afficher, des écrans digitaux, il faut les exploiter. Et donc, c'est toute la dimension, pour le coup, col bleu, en particulier sur le marché du print. Donc, c'est l'efficacité opérationnelle, la qualité des opérations, la qualité de l'exploitation, la qualité de la maintenance. Oui, mais Didier Quillot, on voit bien que c'est pas évident à mesurer. La mesure d'audience, c'est très très important. On va nous dire à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est là-dessus que se basent les agences de médias pour fixer choisir un média et puis pour fixer des prix. Vous êtes présent dans 50 agglomérations, je sais pas, entre Paris et alors je vais pas citer des villes pour pas me faire des ennemis, mais enfin d'autres villes qui sont des plus petites agglomérations. C'est difficile de mesurer l'audience. Ah non, l'audience, elle est mesurée de façon très économétrique. Donc, on a des logiciels qui sont à la fois pour l'affichage urbain, pour l'affichage indoor. On a des contacts publicitaires, donc qui sont déterminés en fonction des réseaux. Ce qu'on appelle les réseaux, c'est donc l'inventaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'on propose à nos annonceurs. Donc, on a des centaines de réseaux disponibles à la vente. Et pour chacun d'entre eux, en fonction de l'emplacement donc de l'inventaire, on détermine une audience. Et d'ailleurs, c'est tellement important l'audience que l'on vient de lancer une offre qui s'appelle Efficacité Garantie, dans laquelle on propose aux annonceurs de prendre une campagne chez nous, de fixer ensemble, avec un tiers de confiance, des objectifs, soit un delta notoriété, soit un delta vente, soit un delta trafic dans les magasins, par exemple, d'un distributeur. Ouais. Et ensuite, on mesure après la campagne. Donc, on mesure après la campagne si les objectifs ont été atteints ou non. Et s'ils ne l'ont pas été, on fait une campagne gracieuse à l'annonceur dans les mois qui viennent. On a aussi une autre... Ça vous est arrivé combien de fois? On vient de lancer l'offre. Oh, ça arrive. Mais combien de fois, juste pour avoir une idée? Alors, on fait des campagnes gracieuses pour des ONG, par exemple. Ah non, mais ça d'accord. Non, mais parce que alors, non, vous êtes trompé dans la mesure d'audience. Enfin, pas trompé, vous avez surestimé. Je vous répondrai dans quelques mois quand vous me réinviterez, parce qu'on vient de lancer cette offre il y a quelques semaines. Et donc, on est en train de signer les premières commandes avec des annonceurs là-dessus. Ouais. Est-ce que vous auriez, je ne sais pas si j'imagine que vous avez vu, ça s'est tombé tout à l'heure, comme on dit dans notre jargon journalistique, la justice a déclaré la régie publicitaire ferroviaire Média Transport fautive d'avoir refusé la campagne d'affichage du livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, qui a été publié, vous qui avez été chez Lagardère Active, chez Fayard. En fait, sous la pression des syndicalistes de la SNCF, la régie Média Transport avait décidé de refuser la campagne sur ces affiches sur le livre de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous l'auriez accepté ou pas? On a été consulté par Fayard et on a eu des discussions qui n'ont pas été conclusives pour des raisons économiques. Ça veut dire que vous avez demandé un prix trop élevé, du coup c'était astucieux. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les conditions de l'offre. Oui, mais vous l'auriez fait si vous étiez tombé d'accord ou pas? Je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre. Voilà, c'est ça. C'est une manière de répondre à Fayard. C'est ma réponse. Donc on a eu des échanges avec Fayard et on n'est pas parvenu à un accord sur les conditions de l'offre. Ouais. Ça va devenir de plus en plus... On voit bien parce que le climat de notre société est de plus en plus crispé, complexe. Pour vous, j'imagine que c'est un sujet. Comment est-ce que vous traitez, vous allez traiter ce genre de... Ça va recommencer, forcément. Il y a une campagne présidentielle qui va arriver, une campagne municipale. Comment vous allez retraiter tout ça? D'abord, on est très vigilant par rapport à cela, point 1. Point 2, on a des conditions générales de vente qui sont très claires. Donc, on ne fait pas de communication pour des causes qui sont... c'est parfément défini dans ça a été l'argument de Média Transport, mais bon, visiblement... Moi, je n'ai pas envie de passer mon temps à commenter la décision de justice qui vient d'être prise. Elle vient d'être prise, en tout cas. Donc, voilà. Donc, en ce qui nous concerne, dans mon souvenir, mais je ne suis là que depuis 18 mois, on n'a pas été condamné pour de telles circonstances. Oui, parce que du coup, ça vous fait réfléchir pour la suite, justement. C'était plutôt ça ma question. Nos conditions générales de vente sont très claires. Les contrats que nous avons avec nos autorités concédantes, les foncières immobilières, par exemple, sont très clairs aussi, ou avec des grandes métropoles régionales. Donc, on a mis en place dans les contrats, on a annexé, par exemple, des chartes éthiques avec certaines collectivités locales, donc qui définissent très précisément, avec des points de rencontre réguliers, donc le type d'annonceur que l'on peut passer ou pas.
Écoutez, je touche du bois, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu les déboires que vous venez d'évoquer. Ouais. Est-ce que la politique, puisqu'il y a bientôt les élections municipales, est-ce que ça a un impact sur votre métier? Oui, bien sûr que ça a un impact sur notre métier, parce qu'en fonction de la couleur politique d'une municipalité, le règlement local de publicité peut être plus ou moins sévère. Donc c'est très important pour nous. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous me parliez des savoir-faire de l'afficheur, le premier de ces savoir-faire, c'est d'être capable de bien servir les collectivités locales, de bien gérer la relation avec les collectivités locales. Et donc, la couleur politique des collectivités locales peut changer. Et effectivement, il faut être capable d'être souple pour savoir s'adapter aux nouvelles contraintes. Et aux nouveaux interlocuteurs. Et aux nouveaux interlocuteurs. Oui, ça c'est un point important. Mais justement, vous venez de re-signer un contrat, un partenariat historique avec la ville de Paris. Parce que, en fait, vous étiez l'opérateur de mobilier urbain de la ville de Paris depuis 2019. La ville de Paris a lancé un appel d'offres l'année dernière que nous avons remporté. Donc, on a signé il y a un mois le contrat et nous sommes en train d'exploiter ce nouveau marché. Et qui porte exactement sur quoi? Qui était pour un montant de combien? Qui porte sur 1600 mobilier urbain et qui porte sur un nombre de faces qui est de l'ordre de 6000 faces, qui a été divisé. Alors les faces, c'est les faces, c'est ce qu'on a. Les faces, d'un abribus, quoi. Oui, non, pas d'un abribus, ce qu'on appelle un mobilier urbain, donc une sucette, on appelle ça. Donc c'est le terme imagé qui est utilisé. Donc le face, c'est le nombre de faces qui défilent. Ce sont des panneaux déroulants et une face, c'est une face qui défile à l'intérieur du mobilier. Donc on a remporté ce contrat avec la ville de Paris. Ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes très heureux, évidemment, de l'avoir remporté. C'est la preuve que la ville de Paris a confiance en nous, confiance dans la qualité de nos équipes opérationnelles. Donc, on a fait un très bon boulot les 2 dernières années. Donc, avec notre direction régionale de Paris, on a fait un très bon boulot pour améliorer significativement la qualité. Vous avez combien de salariés, tiens, Il y a un peu moins de 800 salariés, 780 exactement à date. Donc voilà, on a fait une très bonne offre d'un point de vue opérationnel. On a proposé l'utilisation d'une flotte entièrement décarbonée avec des vélos cargo et des véhicules à hydrogène. Et puis, on a fait une proposition économique qui s'est avérée être supérieure à celle de notre concurrent. Quand vous dites une flotte à hydrogène, ça veut dire quoi? Des véhicules à hydrogène. Est-ce que vous proposez des véhicules à hydrogène? Parce qu'on achète des véhicules à hydrogène où on a... En fait, nos afficheurs vont utiliser donc une flotte entièrement décarbonée sur soit des vélos cargo, soit des véhicules à hydrogène. Et c'était... il y avait une dimension de mieux-disant écologique en fait dans le contrat de la ville de Paris et c'est un contrat dans lequel il y a des notes qui sont données à la fois sur les aspects financiers, opérationnels et RSE. Oui. Est-ce que vous proposez aussi, parce qu'on voit ça de plus en plus souvent, surtout à Paris, quand il y a des grands travaux, quand il y a des ravalements sur des bâtiments, il y a des grandes bâches publicitaires qui soulèvent parfois, on voit ça sur les Champs-Élysées actuellement, on voit ça aussi dans les endroits un peu mythiques. Est-ce que vous proposez ça chez City Media? Alors, ce n'est pas notre cœur de métier, ce n'était pas notre cœur de métier jusqu'à présent, mais on est en train, on vient de gagner avec la foncière Apsis qui exploite le centre commercial Beaugrenelle à Paris, pas loin d'ici. Juste à côté. Donc on va bâcher, comme on dit, le centre commercial avec, quand vous arriverez du pont qui vient de la maison de la radio, vous verrez des immenses bâches que nous allons donc opérer à partir de ce mois-ci. Donc on est en train de, comme je l'ai dit, ma volonté pour cette société, c'est la redévelopper et partir en reconquête. Et en reconquête, c'est-à-dire faire de la croissance rentable, de la profitabilité et être un challenger innovant, alternatif, humble, efficace par rapport aux leaders du marché. Et en même temps, on voit que certaines, c'est très impressionnant parfois. Comment vous faites justement pour que ça soit, que le citoyen ne se rebelle pas contre ces tentes, comme ça a été le cas, contre ces bâches, comme ça a été le cas quand c'est pour une publicité, pour une grande marque de luxe? Alors, les grandes marques de luxe sont en effet très friandes d'exposition, en particulier à Paris. Particulier à Paris. C'est un travail quotidien, en fait, avec à la fois les associations de consommateurs, les collectivités locales, et puis je le répète, vous m'avez dit pas trop de chiffres, mais 50% de nos faces sont données gracieusement à la collectivité qui fait de la communication institutionnelle pour les citoyens de sa ville.
50% de nos revenus sont reversés à la collectivité, ce qui permet de financer des écoles, des crèches, des piscines, des terrains de sport. Combien ça rapporte une grande bâche, par exemple, sur le... ça peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Je vais prendre un exemple. Nous avons gagné le marché des abribus de la métropole de Rennes. Ouais. Et lors du conseil municipal où nous avons été désignés comme l'attributaire, un élu, je crois, a interrogé le président de la métropole de Rennes en lui demandant « mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'arrête pas la publicité ?» Et le président de la métropole de Rennes a sorti l'exemple en disant « la publicité avec Cities Media va me rapporter tant. Si on arrêtait ce contrat, on augmenterait le prix du ticket de tram ou du métro, du prix du ticket de tram, je crois, de 4 €. » Oui. D'accord. Voilà. Et vous signez aussi, décidément, vous êtes beaucoup dans la signature. Ça veut dire que ça marche, Didier Quillot. Vous annoncez aujourd'hui un partenariat important avec Énergie. En effet, on a annoncé ce matin donc, le premier partenariat entre un afficheur et un groupe radio. Et donc c'est le premier partenariat, je crois, on a regardé depuis des dizaines d'années, c'est le premier partenariat, 1. 2, c'est un partenariat à la fois commercial et stratégique avec le groupe Énergie. Donc on a lancé une offre qui s'appelle Drive2. Je ne veux pas aller dans les détails. Drive2, c'est qui va permettre de toucher sur une semaine 78 millions de contacts publicitaires. Ce sont 900 ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on sera, je sais pas, on passera devant une affiche, on aura... Donc c'est 900 écrans dans 180 centres commerciaux, plus 150 spots sur les antennes du groupe Énergie, et tout ça pendant une semaine. Et donc ça fait ce qu'on appelle... Mais on entendra de la musique, on entendra quelque chose Non, c'est-à-dire, non, on fait une offre, on fait une offre conjointe, couplée, comme on dit, aux annonceurs, pour dire si tu prends cette offre qui s'appelle Drive2, tu seras vu par 78 millions de personnes. Tu seras, parce qu'il y aura des spots sur Énergie et il y aura donc ta publicité sur des écrans digitaux de Cities Media. Donc c'est la première fois qu'on fait cela. On est 2 groupes de médias historiques, on va dire, traditionnels, qui sont français et non historiquement digitaux. L'international, c'est pour quand? On n'a pas encore commencé à explorer les pistes de l'international. Maintenant, vous êtes devenu rentable. Enfin, on va voir ce qui se passe évidemment en 2025. Avec, il faut être rentable pas seulement une année pour pouvoir commencer à se développer à l'international. Mais en tout cas, c'est marrant parce que depuis qu'on a raconté notre equity story, comme disent les investisseurs financiers, et qu'on voit que l'equity story est en train de se dérouler comme on l'avait dit, on est sollicité pour des opportunités à l'international pour lesquelles pour l'instant, on s'est contenté de regarder. On regarde. Est-ce que vous êtes pour le voile dans le sport ou interdire le voile dans le sport, Didier Quillot? Je m'adresse cette fois-ci à l'ancien patron un directeur général exécutif de la Ligue de football. Alors moi, je pense que le sport doit respecter la loi. Donc le sport, c'est l'apprentissage de la laïcité. Donc je suis assez pour l'interdiction du voile dans l'interdiction du voile. Alors cette diffusion de la Ligue 1 là, avec DAZN, ça a été un naufrage DAZN, non, en fait. Vous savez, quels sont les vrais chiffres ou pas d'abonnement? Non, moi j'ai quitté le monde du football il y a 5 ans. Donc oui, mais enfin, je sais que vous êtes toujours présent. On vous voit souvent, donc vous êtes toujours présent. Pas dans le monde du foot, ça. Je ne pense pas que vous m'ayez vu depuis 5 ans dans le monde du foot. Et en tout cas, je ne sais pas ce que je vais encore vous répondre, mais ça sera la première fois que je commenterai l'actualité du football. Donc je vais être très prudent dans ce que je vais vous dire. Donc non, je ne connais pas les chiffres. J'ai lu qu'il y a 500 000 abonnés, mais je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que rétrospectivement, s'il faut refaire le film, c'est très facile de refaire le film, on va essayer de ne pas trop le faire d'une manière bêta-sou. Est-ce que cette signature avec Mediapro que vous avez fait, qui était un deal extraordinaire, qui avait tombé 1 milliard dans la poche de la Ligue 1, est-ce que c'était une erreur? Alors, donc je rappelle que cet appel d'offres Mediapro, c'est en 2018. La décision, elle n'a pas été prise par moi. Elle a été prise par l'ensemble du conseil d'administration de la LFP à l'unanimité, et l'actuel président de la LFP faisait d'ailleurs partie du conseil à l'époque. Il était à Marseille. Et il avait voté aussi pour, comme l'ensemble des autres membres du conseil d'administration. Ça, c'est le premier point. Donc on avait créé la tension compétitive, comme on dit, pour arriver... Vous n'êtes pas le seul responsable, évidemment, Didier Quillot. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, la garantie qui avait été demandée était insuffisante.
Donc la garantie qui avait été demandée était insuffisante, puisque, en effet, moi je suis parti le 11 septembre 2020, donc je n'ai pas eu à gérer ce qui s'est passé après. Je peux parler que de ce qui s'est passé avant. Ce que je sais, puisque j'ai lu le rapport des sénateurs qui est sorti il y a quelques mois, donc j'ai compris que Mediapro avait demandé une ristourne qu'on ne lui avait pas accordée. J'ai compris qu'ensuite on avait choisi l'offre Amazon plutôt que celle de Canal+. Voilà. Ça, c'était une erreur. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Oui, non, mais justement, est-ce qu'il fallait en fait... par rapport à Canal+, pardonnez-moi, par rapport à 2018, effectivement, puisque l'origine, Canal+ a répondu. Mais Canal+, à l'époque, Maxime Sada lui-même l'avait dit, je crois, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, il avait dit qu'en effet, donc il avait fait une offre sur le lot numéro 2 ou le lot numéro 3 très basse, parce qu'il espérait, en faisant une offre très basse, que le seuil, le prix de réserve ne serait pas atteint et qu'ainsi l'appel d'offres serait déclaré infructueux. Donc c'est pas la LFP de l'époque qui a sorti Canal+, c'est Canal+ qui s'est sorti tout seul. C'est Canal+ qui s'est sorti tout seul. Interrogez Maxime Sada sur le sujet, je suis certain qu'il vous répondra la même chose. Aujourd'hui, il faut faire quoi, à votre avis ? Donc aujourd'hui, je pense que la meilleure nouvelle la meilleure nouvelle qui pouvait arriver pour le football français, c'est la nomination de Nicolas Taverneau à la tête de LFP Média. Ça, c'est la seule bonne nouvelle depuis de nombreux mois. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Créer une nouvelle. Nicolas Taverneau, il connaît par cœur l'économie du football. Il a été actionnaire des Girondins de Bordeaux. Il connaît par cœur l'économie des droits télé, puisqu'il a été patron de M6. C'est un homme expérimenté. On le connaît ici forcément, puisqu'il il n'est plus où il est encore pour quelques heures le président des RMC-BFM. C'est un homme libre, puisqu'effectivement, vu le passé qu'il a, je pense que c'est un homme libre. Moi, je connais très bien Nicolas Taverneau. On a créé ensemble M6 Mobile by Orange en 2002, lorsqu'il était patron de M6 et moi de Orange. Et je sais qu'il est... Enfin, moi, quand je vous dis que c'est la meilleure nouvelle pour le football français, je le pense vraiment sincèrement. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut créer une chaîne, une nouvelle chaîne ? Il faut avoir sa propre diffusion, mais tout ça, je sais pas, il faut au moins, je sais pas, c'est des centaines de millions à mettre sur la table, non ? Je ne veux pas répondre à cette question. Je laisse Nicolas qui est maintenant en charge répondre à cette question. Je suis certain que de toute façon, je pense qu'il trouvera la réponse et je pense qu'il est le seul capable de trouver la réponse. Toute dernière question. Ce soir, il y a le match PSG-Aston Villa. Le PSG, le dernier club français en Ligue des Champions. Le problème de la Ligue 1, finalement, c'est qu'il n'y a que le PSG qui a des vedettes. C'est ça le problème de fond. Alors déjà, je suis supporter du PSG ce soir, et je vais au Parc des Princes, effectivement. Vous voyez que vous allez au Parc des Princes. Donc le foot n'est jamais très loin de C'est très rare, c'est très rare. D'accord. Voilà, et donc je pense qu'ils vont gagner d'ailleurs, et je pense qu'ils vont gagner, et qu'ensuite ils vont affronter Arsenal en demi-finale, qui a battu le Real hier soir 3-0, et qu'ils vont les battre pour aller en finale. Voilà, je vous fais mon pronostic. Donc, je vous fais mon pronostic. Mais effectivement, le championnat français, nous sommes mi-avril, c'est-à-dire 8 ou 9 journées avant la fin du championnat, et le PSG est déjà champion avec 24 points d'avance. Il n'y a plus d'enjeu, quoi. Disons qu'on sait... Enfin, alors, dans les 5-6 dernières années, quand même, il est arrivé 2 années. L'AS Monaco en 2017 et Lille en 2019 ou 2020, je ne me souviens plus, dans lequel le PSG n'a pas gagné le titre. Donc, non, il n'y a pas de fatalité à ce que le PSG gagne tous les ans. Bon. On voit quand même que le foot n'est jamais très très loin de vos pensées. Merci beaucoup Didier Quillot qui est venu surtout nous parler de Cities Media. On a compris, l'affichage extérieur, il y a un enjeu quand même très très important, notamment dans la pub digitale contre les GAFAM. Ça c'est aussi un des points. On n'a pas eu le temps de parler effectivement on n'a pas eu le temps de parler effectivement de l'impact qu'ont les GAFA sur la pub digitale et de l'association Les Relocalisateurs, dont nous sommes membres fondateurs, de la proposition de l'économiste Bruno Coquet. Qui est un habitué des experts qui vient très souvent le soir chez Guillaume Paul. Je soutiens cette proposition de Bruno Coquet de taxer la publicité digitale pour reflécher les investissements vers les médias traditionnels. Je pense que c'est un acte politique que de choisir d'annoncer sur un média traditionnel et français plutôt que chez un GAFA. Peut-être tout ce qui se passe, ça va permettre cette relocalisation, refocalisation. Merci d'avoir été avec nous. Didier Quillot était donc notre invité. Maintenant, c'est Guillaume Paul et ses experts. Peut-être Bruno Coquet, justement, vous allez le croiser. C'est ça, BFM Business. La grande interview sur BFM Business.